Bonjour, bienvenue dans ce carnet de vol Actu, 26 minutes d'actualité aéronautique et spatiale. Au sommaire de ce numéro, en Camargue, ULM et drones interdits. Les gendarmes ont les yeux tournés vers le ciel pour protéger l'environnement et surtout la réserve naturelle qui est interdite de survol. Les pilotes pris la main dans le sac risquent de se voir retirer leur licence. Des A380 au rebut, dernier vol pour deux gros porteurs d'Airbus qui ont atterri il y a quelques jours à Tarbes. Ils n'ont pas trouvé de repreneur malgré leur bon état. Ils finiront en pièces détachées. C'est une nouvelle page dans l'histoire de l'avion géant. Et puis nous découvrirons l'incroyable histoire de Raphaël Dinelli, ancien navigateur, ancien naufragé du Vendée Globe. Après l'eau, les nuages, nouvelle aventure. Il construit des avions hybrides équipés de panneaux solaires. On démarre ce carnet de vol au bord de la mer du côté de la Camargue où les gendarmes équipés de jumelles scrutent le ciel à la recherche de contrevenants. La réserve naturelle est en effet interdite aux petits aéronefs et vous allez voir, les pilotes risquent gros. Reportage d'Emmanuel Zini et Frédéric Renard. Un vol d'ULM au-dessus de la réserve naturelle de Camargue. Une activité totalement illégale. Au sol, armés de jumelles télémétriques, les gendarmes constatent. Les premiers étaient à 330 pieds, 110 mètres, et le second à 500 pieds, 510 pieds. On a récupéré l'immatriculation de l'aéronef, on détermine qui est ça nous permet d'identifier le pilote assez rapidement. Ensuite, le pilote est entendu sur les faits, sur le survol illicite. Nous procédons à une enquête judiciaire, forcément. Le parquet de Tarascon a nommé un magistrat chargé de ce genre d'infraction. Tout survol de la réserve est interdit aux avions de tourisme, ULM et drones en tout genre. Ils ont commis une contravention, donc ils encourent une peine de 1 500 €. Et puis surtout, je crois que c'est ça qui serait important, ils sont susceptibles de se voir retirer sur décision de justice leur licence de vol. C'est sans doute ce qui sera demandé effectivement dans les poursuites qui seront envisagées pour eux. En l'espace de 2 heures, 4 aéronefs ont ainsi survolé la réserve naturelle de Camargue. Des survols pas forcément malveillants, mais souvent liés à une méconnaissance de la fragilité de cet écosystème. Notre politique a toujours été la communication et la prévention. Et c'est vrai que la communication sur ces sujets-là, pour le grand public, n'est pas facile à faire passer. Dire qu'un survol de drone de quelques secondes peut compromettre toute la reproduction d'une espèce d'oiseau l'année suivante, c'est un message qui est un petit peu compliqué, d'une part, à faire passer, puis d'autre part, même à comprendre. Flamand rose, sterne ou visiteur à pied, tous aspirent à un peu de quiétude dans un des rares endroits encore sauvages de notre région. On reste dans le domaine de l'environnement, direction l'Hérault, où là c'est la préfecture qui utilise des drones pour empêcher le développement des décharges sauvages. Reportage sur ce nouveau service de police de la nature, Jean-Philippe Faure, Joanne Mériot. Près d'une centaine de dépôts sauvages comme celui-ci ont été répertoriés par la direction départementale des territoires et de la mer sur le département de l'Hérault. Un fléau préoccupant qui mobilise quotidiennement les agents de la DDTM. La DDT vient d'acquérir 2 drones. Ça, c'est plutôt pour aller plus vite sur des terrains qui sont difficiles d'accès. Il y a des ravins, il y a des espaces où finalement aller repérer un certain nombre de dégradations, c'est pas facile. C'est évidemment une affaire de vigilance territoriale, d'intervention rapide des collectivités ou des services pour éviter que un petit tas de déchets ne devienne un gros tas de déchets. Toute cette rigueur de la procédure pénale. C'est pour cette raison qu'aujourd'hui, les différents acteurs de la police de la nature étaient réunis avec une volonté commune, créer une véritable synergie pour lutter plus efficacement contre cette pollution sauvage qui provoque de sérieux dégâts sur le milieu.
électroménagers, pneumatiques, etc., qui ne vont pas avoir un effet de pollution direct sur le milieu, par contre qui vont venir encombrer le milieu naturel, se poser sur de la végétation, potentiellement des espèces protégées, détruire des habitats aussi pour des animaux. Et après, on a d'autres types de déchets qui sont beaucoup plus problématiques, qui sont des déchets qu'on va classer dans les déchets dangereux, polluants, avec des batteries de voitures qui vont libérer du plomb et des déchets toxiques pour l'environnement. C'est bien évidemment le propriétaire des lieux qui est responsable de la dépollution de l'espace incriminé, sous peine de pénalité financière. Pour l'auteur de l'infraction, là, c'est plus compliqué. Le flagrant délit est de plus en plus compliqué à prouver. Par contre, on peut trouver des indices dans les détritus qui sont déposés. Ça permet d'entamer une enquête, de remonter jusqu'au contrevenant. Attention, il faut savoir que tout contrevenant après jugement s'expose à des sanctions financières pouvant atteindre 1 500 €. Encore un drone, mais cette fois pour une utilisation complètement différente et même totalement inattendue en Arabie Saoudite, où se déroulait récemment la Fashion Week, la semaine de la mode. Eh bien, des drones ont défilé à la place des mannequins. La scène s'est déroulée dans un grand hôtel de Jeddah. Les drones ont servi de porte-manteau volant pour présenter une collection de robes et de t-shirts. Retour en France, retour à Tarbes, au pied des Pyrénées, dans la société Tarmac qui recycle des avions en fin de vie. Pour la première fois, l'entreprise va démanteler des Airbus A380, des gros porteurs, des A380 d'occasion qui n'ont pas trouvé de clients, qui n'ont pas trouvé de repreneurs, tout simplement. C'était leur dernier vol. Sans logo, sans couleur. Aucune compagnie ne veut les racheter. Les 2 premiers A380 commercialisés seront donc démantelés après seulement 11 ans d'existence. Ils sont désormais cloués au sol dans cette casse pour avions près de Tarbes. Leur moteur a déjà été retiré. Ils seront bientôt vendus en pièces détachées, alors qu'ils auraient pu voler encore une vingtaine d'années. Ces mêmes avions qui, en 2007, étaient présentés en grande pompe par Airbus lors de leur vente à Singapore Airlines. Vantés comme l'avenir, le fleuron de l'aéronautique. Pour ces retraités d'Airbus, ce démantèlement précoce fait mal au cœur. Ah, ça fait mal aux tripes. Hein. C'est vrai qu'un avion comme ça, c'est vrai que, étant donné que je suis de la famille d'Airbus... Ça fait une larme à l'œil parce que si vous voulez un avion qui est, on peut dire, relativement récent, de le voir être déconstruit, démoli, ça fait quelque chose... Ce démantèlement, c'est le signe que ces avions n'attirent pas sur le marché d'occasion. Rentables sur peu de lignes, ils consomment beaucoup et sont très chers à reconfigurer. Niveau image, c'est un nouveau coup dur pour Airbus, qui peine déjà à vendre ses A380 à l'état neuf. Airbus aurait tout intérêt à revoir sa copie aujourd'hui, parce que c'était un des piliers du projet d'Airbus, et ce qui est aujourd'hui une déception ne doit pas se transformer en échec. Pour inverser la tendance, Airbus travaille sur une nouvelle génération d'A380 qui consomme notamment moins de carburant. L'entreprise se dit convaincue que ce modèle reste la meilleure solution pour répondre à la croissance du trafic aérien. Un peu d'histoire à présent, on va remonter quelques décennies en arrière à l'époque héroïque de l'aéropostale, une époque où pour se guider, les pilotes utilisaient des aérophares, de puissants signaux lumineux montés en haut de mâts. Il en reste quelques vestiges entre la Méditerranée et les Pyrénées. Reportage de Thierry Sentous et Frédéric Dess. Avec ses équipages, des inconnus qui deviendront célèbres, elle entreprend le transport du courrier entre la France et le Maroc. Elle deviendra l'aéropostale. De la ligne mythique subsistent encore quelques vestiges, comme des pylônes en béton érigés dans les années 20. Ils étaient autant de phares qui guidaient les avions dans la nuit. Ici à Baziège, l'un d'entre eux a même été classé monument historique. Au sommet de la colline, il est aujourd'hui au milieu d'un lotissement. Il se dresse encore avec fierté d'avoir guidé les noms les plus prestigieux. Tous les pilotes de l'aéropostale et des lignes Latécoère ont utilisé les phares parce que très vite on a volé par tous les temps et même la nuit. Et donc pratiquement tous les pilotes des lignes Latécoère et pilotes de l'aéropostale ont volé de nuit. Donc ils ont tous utilisé ces systèmes de phares. Bien sûr Syntex, Guillaumet, Mermoz, mais les plus humbles, Gourp et ceux dont on ne parle jamais. Nous en tant que riverains, ce qu'on souhaiterait c'est qu'ils puissent être restaurés surtout par rapport à la sécurité.
puisque voilà, quand il y a beaucoup de vent, il y a des éléments quand même qui bougent pas mal en haut. Le phare en béton est rongé par la pluie et le vent. Sans entretien depuis plus de 90 ans, sa structure est fragilisée, mais la commune et les associations ont prévu de le sauver. Non, il ne tombera pas parce que nous allons prendre les choses à bras de corps. Et il est évident qu'avec cette association, nous allons faire le nécessaire pour le restaurer très rapidement. Et qui plus est, dans sa restauration, nous avions l'idée de raccorder cet édifice à l'éclairage public pour le rééclairer de nuit. 30 km plus à l'est, un autre phare en bien meilleur état, celui de Montferrand-d'Aude. Ici, il est un point d'intérêt du village. Il a même été réélectrifié et une lampe s'allume tous les soirs à son sommet. À l'époque, c'est un préposé qui était chargé du travail. Le garde champêtre recevait un message et venait allumer le phare demi-heure avant ou demi-heure après le passage de l'avion. Il savait vers quelle heure il devait passer et on allumait le phare comme ça. Et là, le phare émettait à ce moment-là un signal morse comme tous les phares de jalonnement. Et ici, nous sommes à Montferrand, donc c'était la lettre R, c'est-à-dire un point, trait-point. Au bord du terrain de Lézignan, un autre phare existe aussi. Il est prévu de le restaurer. Mais certains sont totalement oubliés et tombent en ruine, comme celui de Fleury face à la Méditerranée. Il est aujourd'hui entouré d'éoliennes. Retour au temps présent et à l'actualité avec un nom célèbre quand on évoque l'aéropostale, l'ATECOER. Le célèbre sous-traitant vient d'inaugurer à Toulouse sa toute nouvelle usine très high-tech. Reportage de Frédéric Fraisse et Vincent Albinet. 6000 m² de symbole, celui d'une entreprise centenaire parvenue à se relancer après un passage difficile. L'affluence de clients, de partenaires et d'officiels à l'inauguration en témoigne. Symbole aussi d'une ambition, rester compétitif. Ici, la productivité est l'objectif. Il n'y aura, à terme, que 150 ouvriers autour de ces machines-outils et ces robots. L'esprit d'ATECOER reste le même. Le seul inconvénient, c'est qu'on est beaucoup moins d'un seul coup dans l'entreprise. Parce qu'on est un peu sur le site de Gimont, Périole encore au siège, ici. Avant, tout le monde était sur le même site. Donc, c'était une grande famille à l'époque. Maintenant, on est un peu dispersé. Mais autrement, on ne va pas s'en plaindre par rapport au site qu'on a actuellement. Mise en service en février, cette usine est encore en phase de démarrage. Des pièces de porte et de structures d'avions y sont fabriquées, des activités transférées du site historique à Toulouse. Mais elle accueille aussi de nouvelles productions qui auparavant étaient sous-traitées. Nous avons pour vocation de produire des pièces aluminium, donc issues de l'usinage mais aussi de la tôlerie. Donc des pièces en aluminium qui seront produites à 100%, donc de A à Z, et qui alimenteront nos chaînes d'assemblage qui sont partout dans le monde, que ce soit à Prague, au Brésil, au Mexique. 37 millions d'euros ont été investis dans cette usine, une extension est déjà prévue. Ce nouveau site toulousain est aujourd'hui l'atout maître de l'ATECOER pour rester parmi les leaders de son secteur. Autre image insolite après les drones mannequins, du football dans l'espace. Début juin, quelques jours avant le coup d'envoi de la Coupe du Monde de foot en Russie, eh bien, deux astronautes russes, Oleg Antemiev et Anton Kaplerov, ont donné à leur façon le coup d'envoi de la compétition à bord de la Station spatiale internationale. Du foot spatial à 400 km de la Terre avec le ballon officiel du mondial. La pesanteur leur a permis d'enchaîner avec une facilité déconcertante quelques acrobaties footballistiques. Et un peu plus loin dans l'espace, on arrive sur la planète Mars. L'occasion d'évoquer une invention toulousaine désormais mondialement célèbre, la petite caméra qui équipe le robot Curiosity sur Mars. Le rover et sa caméra ont fait tout récemment la une de l'actualité scientifique en apportant de nouvelles preuves de la vie sur la planète Mars. Ce sont deux découvertes majeures que la NASA vient d'annoncer. Grâce à de nouveaux échantillons prélevés par le rover Curiosity, on a désormais la preuve de la variation saisonnière des émanations de méthane, qui indique que la source de ce gaz vient de Mars. Dans cette étude, on avance quelques hypothèses possibles, et l'un des scénarios qui peut se dessiner, c'est que le méthane serait produit en profondeur dans le sol martien par différents mécanismes qui pourraient éventuellement être biologiques,
Mais il y a aussi bien sûr des processus géologiques qui peuvent conduire à la production de méthane. Seconde avancée de taille, la découverte de nouvelles molécules organiques, la matière la plus complexe jamais trouvée à la surface de Mars. Elle provient de rochers vieux de 3,5 milliards d'années. Plusieurs origines sont alors possibles, dont celle qui passionne tout le monde, l'origine biologique. C'est une hypothèse qu'on ne peut pas exclure, que l'origine de ces molécules soit biologique. Mais on a également des explications géochimiques et chimiques qui permettent d'expliquer la présence de ces molécules à la surface de Mars. On s'attend à trouver une multitude de molécules organiques en surface de Mars qui proviennent de la chute des météorites. Donc Mars est arrosé de météorites comme l'est la Terre et de micrométéorites, donc des poussières qui viennent de l'espace. Et ces poussières et ces météorites contiennent énormément de matière organique. Une vie a peut-être existé sur Mars, mais la seule certitude aujourd'hui, c'est que certaines zones de la planète rouge étaient habitables. Il faudra encore de nombreuses années pour percer le mystère. Retour sur Terre, retour en Occitanie, précisément en Aveyron, à la rencontre d'un jeune pilote, Gérald Egea, tout juste 18 ans. Il rêve de devenir un jour pilote de ligne, mais en attendant, il vient de décoller pour un tour d'Europe en avion. Reportage d'Alexandra Lay et Luc Tazelmati. Son rêve s'accomplit enfin. À bord de son aéronef, Gérald Egea parcourt l'Europe. 15 pays en 45 heures de vol. Son périple le mènera jusqu'au Cap Nord en passant par l'Italie, l'Autriche, la Suède, la Norvège ou encore le Royaume-Uni. Voler à travers l'Europe, c'est pas faire un vol ou aller à Aurillac en avion depuis Rodez, c'est autre chose, c'est une autre dimension. Ce jeune pilote de 18 ans est parti de l'aéroclub de son enfance, situé à Rodez, les ailes ruthénoises. Son voyage en Europe lui permettra de valider des heures de vol pour sa formation de pilote de ligne à Perpignan. C'est un gros projet pour moi qui se réalise et c'est beaucoup de travail. En parallèle de mes études de pilote de ligne théorique, ça a été une grosse charge de travail en plus de démarcher, de faire tout ce boulot-là. Donc je suis très content que ça aboutisse aujourd'hui, oui. Ici, ça va être la sonde numéro 2 du compte-tour. Très autonome, il a travaillé 9 mois pour mettre au point son avion, mais surtout réunir près de 12 000 € grâce à un emprunt et au soutien d'une vingtaine de sponsors. Le jour de son départ, famille, amis, voisins étaient réunis, tous venus encourager leur héros. On est content parce que c'est son rêve depuis qu'il est tout jeune. Et puisqu'il a commencé à partir de 10 ans à avoir l'ambition d'être pilote. Voilà, donc c'est vrai qu'on est très fiers de lui, en tout cas on le pousse vraiment sur sa passion et puis son futur métier aussi. Voilà. À peine le temps de battre des ailes quelques secondes pour dire au revoir, et Gérald mettait déjà le cap sur l'exploit de ses rêves. Découvrons à présent un autre aventurier, on pourrait dire même un miraculé. Voici l'incroyable histoire de Raphaël Dinelli, navigateur. Il avait fait naufrage en 1996 pendant le Vendée Globe. Il est passé aujourd'hui de l'eau aux nuages puisqu'il consacre sa vie à la construction d'avions hybrides. Thierry Sentous et Jean-Pierre Duns. C'est en 1996, dans les 50e hurlants, que naît la légende d'Inelli, sur son voilier détruit par la tempête. Il y a une image quand même qu'on conservera. Une image très forte. Bon, tout s'est bien terminé, mais c'est vrai que tout le monde a eu très très peur. C'est l'image la plus forte jusqu'à présent de ce 3e Vendée Globe. Regardez cette tache blanche sur l'eau. C'est un bateau qui est en train de couler. Et la petite silhouette noire que vous venez de voir, c'est Raphaël Dinelli qui est debout sur le pont d'un bateau qui coule. Pete Goss, un autre solitaire, n'hésite pas. Il se déroute et sauve in extremis Dinelli d'une mort certaine. 22 ans plus tard, après ces 4 Vendée Globe, Raphaël navigue vers d'autres cieux. Il y a beaucoup de similitudes entre la voile et l'aviation. Moi, quand j'ai démarré l'instruction de l'aviation, le pilote, mon instructeur me disait un avion, ça se pilote comme une voile de bateau. Parce qu'une aile d'avion, c'est un peu comme une voile de bateau. Je trouvais l'image superbe. Je lui ai dit, c'est bon, je ne serai pas dépaysé. C'est encore en Vendée, dans ce hangar des années 30, que Raphaël Dinelli met au point l'Héraol. Cet avion électrique est un biplan décalé. Sa silhouette est gracile, on dirait une libellule. Véritable concentré de technologie, il est en carbone.
Avec ses panneaux solaires et son générateur électrique, actionné par un moteur à l'huile d'algue, il ne consomme que 5 litres à l'heure. C'est les deux moteurs électriques montés en série. Donc ça veut dire que l'hélice, elle est directement entraînée par cette motorisation électrique. Et alors après, c'est alimenté par le courant qu'on va fabriquer à bord de l'avion. Cet engin du futur montre la voie d'une nouvelle aviation générale. Il divise par 6 ou 8 les consommations. C'est un prototype, cet hiver, ça fait 2 ans qu'on le prépare. À un seul vol, je suis monté à 2500-3000 pieds, j'ai eu 3 pannes dans le vol, 3 pannes sérieuses. Voilà, pendant l'analyse, j'ai analysé, ça s'est remis, j'ai ramené la machine, le bonhomme. J'ai pris un café, pendant une demi-heure, ça m'a vidé. Cette expérience de bateau de compétition m'a énormément appris là-dessus. De longues heures de mise au point ont été nécessaires, mais aujourd'hui, l'Airaol est une réalité. Il va bientôt débuter ses vols d'endurance pour valider le concept bi-énergie et moteur électrique. L'objectif final de Raphaël Dinelli est de réaliser de grands vols sur les traces des pionniers. Il ambitionne de relier Toulouse à Casablanca, sur la route de l'aéropostale. Mais la fibre du navigateur solitaire est toujours là, et avec son avion futuriste, il voudrait un jour renouveler l'exploit de Lindbergh sur l'Atlantique Nord. Un quart de l'énergie électrique de ce biplan sera d'origine solaire grâce à des panneaux de dernière génération. Ce qui n'existe pas sur le marché, ce sont des panneaux qui soient à la fois légers, solides et avec un petit degré de souplesse. Ce qu'on connaît, ce sont les panneaux en verre classiques qu'on met sur les toitures, où la cellule est plaquée contre une plaque de verre très résistante, avec un cadre en aluminium. Et là, il fallait que ce soit souple pour aller sur les ailes de l'avion. Là, il fallait que ce soit souple et surtout léger. C'est toujours avec un peu de nostalgie que Raphaël arpente les pontons du Vendée Globe. La mer lui a tout appris, elle a failli tout lui prendre, mais c'est encore face à elle qu'il trouve la force et l'inspiration de tenter les nouveaux défis. J'adore là, cette grande étendue comme ça, là, quand ça me rappelle où je partais faire le tour du monde. On est content quand on part, on est content quand on revient en fait. On ne sait pas pourquoi on fait ça quoi. On ne sait pas pourquoi. On est super content quand on part, on a des moments de galère, on a des moments magnifiques, mais on est aussi super content de revenir. Chaque jour, quand la météo le permet, il prend les commandes de l'avion électrique. Bientôt, il pourra le présenter en meeting. Je commence à faire des vols de 1 heure, 2 heures, 3 heures, toujours au-dessus de la roche et je vérifie mes paramètres, mes températures, le bilan énergétique. Et puis dans quelques jours, je vais commencer à faire mon premier vol sur d'autres installations. Et voilà, tous ces vols servent à tout préparer pour que tout se passe bien. À toi. Avec réalisme, l'Airaol n'a pas l'ambition d'être un avion exclusivement solaire. C'est d'ailleurs impossible aujourd'hui en l'état de la technologie. Mais ce concept bi-énergie, une fois totalement maîtrisé, doit séduire l'industrie pour un nouveau plaisir du vol. Navigateur, ingénieur, aujourd'hui aviateur, Raphaël Dinelli envisage avec un autre avion de réaliser un jour un tour du monde entièrement à l'énergie renouvelable. On va se quitter par un survol des Pyrénées, c'est la rubrique l'Occitanie sous nos ailes. On a un nouveau système de propulsion pour décoller. Regarde. Ouais. Nous volons au-dessus des crêtes, dans le ciel des Hautes-Pyrénées. Nous nous laissons guider par les oiseaux. Et là, surprise, des troupeaux de brebis descendent des montagnes d'Estaing.
ils entament la route d'une grande transhumance que les bergers montagnards ont tracée jusqu'en 1950. Nous décidons de suivre ces 600 brebis qui traversent 6 départements sur 280 km. Elles nous conduisent à un village au patrimoine extraordinaire, Saint-Pé-de-Bigorre. La transhumance est un événement unique dans la région qui nous permet de voler hors des sentiers battus touristiques. Quelle belle tradition! Nous devançons nos petites brebis pour faire cap plus au nord, dans le Gers. Auch, la capitale de la Gascogne sous nos ailes, et sa cathédrale Sainte-Marie avec son style gothique flamboyant. La Gascogne est aussi une terre de châteaux forts qui protège des villages au sommet de collines, comme ici à Lavardins. Nous faisons cap à l'ouest du département où nous survolons Castelmort, le château qui vit naître le plus célèbre des cadets de Gascogne, D'Artagnan, le mousquetaire. C'est tout pour ce tour d'horizon de l'actu aéronautique et spatiale. Portez-vous bien, à très vite et surtout, bon vent.